Alors, me revoilà pour parler de l'amour ouf. J'arrive, bien sûr, après la bataille, hein. Toutes les vidéos sont sorties il y a un mois et j'arrive dans le cinéma game, un game qui est déjà surpeuplé. Il y a déjà 3 milliards de vidéos, mais c'est pas grave. Je vais me rajouter à cette masse de critiqueurs cinéma. Et donc voilà, après avoir très vite arrêté mon ère de let's player sur Medieval 2 et avoir arrêté ma campagne avec Venise, me revoilà. Let's go faire 12 vues. Alors bon, même si tout le monde en a déjà parlé de l'amour ouf, j'avais envie de revenir là-dessus. Parce que, mine de rien, c'est un film qui a très bien marché, hein, que ce soit au niveau des entrées, mais aussi critique en fait. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est surtout que des retours positifs, que tout le monde est en extatique devant le film, en mode oh là là, qu'est-ce que c'est beau, bref. Donc, je pense que j'ai mon petit grain de sel à rajouter, et puis peut-être aller un peu plus loin que juste parler de ce film de Lelouch. Alors bon, après j'ai pas non plus écouté toutes les critiques qui ont été faites, hein, donc peut-être ça va être redondant, mais je m'en excuse. Donc le film, je vais pas vous faire un résumé, hein, je pense, soit vous l'avez vu, soit avec le battage médiatique et tout ce qu'en parle en fait, vous voyez ce que ça raconte. Donc c'est une romance sur fond de film de gangster avec des moments musicaux. Je mets les deux pieds dans le plat tout de suite. Moi ça m'a pas convaincu hein, comme film. Alors ça va, hein, c'est pas non plus horrible, c'est pas un nanar en mode Jean-Marie Palardy, hein. Même si au moins Jean-Marie Palardy, faut lui reconnaître que c'est tellement con que ça en devient drôle. Mais non, là en fait, j'ai trouvé que c'est un film l'amour ouf qui était très moyen et finalement pas très bon quoi, hein, vraiment. On s'emmerde un peu. Mais la grande partie de ce qui est bien dans ce film, c'est lié à la technique en fait. Gilles Lelouch, le réal, il a embauché un bon chef opérateur, un bon gars pour la lumière, mais en fait, le film, c'est la preuve que faire des belles images, c'est pas suffisant. Hein. C'est pas en faisant des belles images que tu fais un bon film. Et n'importe qui peut faire des bonnes images quand t'as le bagage technique en fait. Puisque les pubs de parfum, d'un point de vue technique, c'est des belles images aussi en fait. Et bon, les pubs de parfum, voilà, ça nous donne des films comme Dune de Denis Villeneuve. Hein, voilà, c'est la continuité esthétique. Et donc le scénario aussi de l'amour ouf, parlons un peu du scénario, mais c'est très très convenu en fait, tout est cousu de fil blanc, c'est cliché au possible, c'est les clichés du genre la fille bon genre qui sort avec le bad boy trop ténébreux, tu vois. Et en fait, il y a aucun moment où dans le film on est surpris, c'est du pilotage automatique, on a déjà vu ça 100 fois, ça a pas grand intérêt en fait. Et donc le film, il pioche dans plusieurs genres, mais là aussi tout ce qui tire des genres, c'est des clichés en fait. Donc on a eu les clichés de la romance, qui peuvent partir assez loin. Enfin le cliché du mec, il part loin de sa copine, ou alors il est en prison, ils peuvent plus se voir, etc. Enfin ça aussi c'est des clichés qu'on a hein, dans les films de gangsters, etc. C'est aussi c'est des trucs du genre la séquence de montage de gang en mode Fight Club Eco Plus dans la cave, etc. Ou les trucs de gangsters qui prennent un petit jeune, tu vois, ils prennent un petit jeune qu'ils vont former, et puis en fait, oh là là, c'est des méchants, ils vont le trahir. En fait, voilà, tout le scénario, c'est qu'un ramassis de clichés, de poncifs, et c'est chiant en fait. Et finalement, ça sent vraiment la barquette de réchauffer, quoi. Alors bon, là où il faut reconnaître un petit truc, c'est que Lelouch, il a décidé de pas totalement être dans le repompage automatique au moins sur la réal, puisque alors certes, ça repompe allègrement, ça repompe allègrement, mais faut reconnaître que il s'est quand même posé la question, ah bah tiens, comment je vais filmer cette scène, etc. Il essaie de faire des trucs, et voilà, bravo, c'est bien d'essayer. Sauf que je ne suis pas convaincu. Voilà, je ne suis pas convaincu des choix de mise en scène. Parce que en fait le problème c'est que Lelouch il s'est dit voilà, ma DA artistique, je vais filmer ça en mode clip MTV. Ce n'est pas une bonne idée, voilà. Donc en fait ça fait le prouveur à la caméra
en mode je suis cinéaste, je fais des plans esthétiques, vous avez vu mon fond de couleur, mais non, en fait on a juste l'impression que Gilles Lelouch il veut sa nationalité états-unienne en fait, parce que tout le film c'est du repompage du cinéma états-unien. L'influence ricaine, états-unienne, elle soigne de tous les ports. On n'a pas attendu Lelouch en fait pour faire des films stylisés avec des romances sur un gars gangster en fait. Le méga classico c'est genre Casino de Scorsese ou même L'Impasse de Brian De Palma. C'est des histoires de bandits qui gèrent des clubs, des casinos la nuit et qui veulent se poser avec une meuf. Et niveau visuel, outre l'aspect clipesque de la réal là où ça fait des cuts, ça doit être dynamique, vite, faut que ça bouge à l'écran quoi, qu'on nous agite les clés devant les yeux. En fait, l'aspect esthétique du film, c'est en droite ligne là aussi du cinéma états-unien. C'est des films comme Coppola avec son coup de cœur, etc. Sauf que bon, autant dans les années 80, ça pouvait être original. En fait, maintenant, faut voir ce que t'en fais. Voilà. Et donc la question de ce qu'on fait de Lelouch, de cette surstylisation, en fait moi le surstylisé, je suis pas forcément contre perso, puisque moi par exemple, j'adore les giallo. Et notamment Mario Bava, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et mais Bava, c'est les films qui peuvent être les plus colorés du monde en fait. Sauf que la question c'est pourquoi Bava fait ça. En fait Bava, lui quand il met de la couleur, c'est pour avoir une ambiance de zinzin en fait. C'est créer une atmosphère dans lequel prend place les personnages et qui s'accorde avec l'ambiance du film, qui va être étrange, onirique, mystérieux, où il va y avoir des sources de danger, puisque dans les films de Bava, il y a souvent des tueurs. Et ou pas, quand il fait des films de vikings. Mais en fait voilà, il y a ce côté mystérieux, etc. Mais Lelouch en fait, qu'est-ce qu'il suresthétise ? Il fait pas grand chose en fait, parce que il veut accompagner ses personnages dans leurs sentiments. Voilà, par exemple, c'est le moment où Jackie et Clotaire dansent et tout. Mais bon, dans son film, il y a zéro émotion, donc en fait, on s'en fout quand les gamins ils dansent. On est juste en mode ah tiens, je suis trompé, il y a une TV qui passe à la télé, mais c'est tout. Mais alors bon, encore les gamins, ça va, ils jouent pas trop mal. C'est juste que Lelouch, à part reproduire des clichés, ne sait pas quoi faire avec eux. Parce que bon, c'est vraiment, si on vous demande écrire tous les clichés, les clichés, vraiment le scénario poncif sur un amour entre jeunes, vraiment c'est l'histoire de Jackie et Clotaire, quoi. À aucun moment on est surpris. Mais du coup au niveau au niveau du jeu des acteurs, là où je trouve ça se complique, c'est les acteurs adultes, quoi, qui connaissent leur œuvre, qui connaissent leur art, leur métier. Parce que Adèle Exarchopoulos, je n'en dirais pas du mal, pas ici. Par contre, il y a d'autres gens à qui je peux dire du mal. Alors bon, déjà Poulvord. Poulvord, en fait, il joue n'importe comment, il surjoue, quoi. Il a cru, il était De Niro, mais c'est... Bah non, c'est pas De Niro, Poulvord. Très mauvaise idée. Et surtout, en fait, pour moi, le problème, c'est François Civil. François Civil, je n'ai jamais vu ce mec bien jouer de ma vie. C'est dingo. Alors, en fait, la question se pose, est-ce que François Civil est juste mauvais, ou est-ce qu'il a toujours été mal dirigé? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Parce qu'il est toujours nul. Et en fait, dès le début, moi, le film, j'ai compris qu'il allait jouer comme un Golemont dès le début. En fait, dès qu'il se met à frapper sa vitre, là, pour parler à Raphaël Quenard, j'étais en mode, ok, c'est bon, il va jouer comme un débile. Et puis bref. Et puis aussi, pourquoi, mais surtout la question, mais pourquoi il a le crâne rasé, là, François Civil? Mais il a cru qu'il était dans The Pusher, mais non, tu n'es pas dans The Pusher. Mauvaise nouvelle, François, c'est pas Reading Refn à la réal, c'est Gilles Lelouch. Mais donc bref, en fait Gilles Lelouch, ce que je dis ici, c'est qu'il est incapable de faire un film de romance, qui soit un bon film de romance, et un bon film de gangster, et un bon film qui utilise bien ses passages musicaux, parce que bon, oui... les passages musicaux, c'est quoi? Il y a le moment de danse qu'occupe la majorité de ce que sont les séquences musicales. Mais en fait, on s'en fout, c'est filmé comme tout le reste est clipesque, donc là qu'on ait un simili clip de musique dans le film, on en a rien à foutre en fait. Et surtout que ça reste très très con, c'est la séquence où la lycéenne tombe in love du bad boy parce que c'est un bagarreur. Et voilà, c'est le cliché que les lycéennes soient amoureuses des bagarreurs. Bref. Mais en fait, quitte à pomper le cinéma des États-Unis, en fait, si tu veux faire une romance, essaie déjà de pomper des mecs qui font des bonnes comédies romantiques. Alors, aux États-Unis, le patron pour ça, c'est un peu Billy Wilder. Je pense que tout le monde connaît, je vais apprendre
rien à personne, donc je vais être assez bref. Mais voilà, moi par exemple, j'adore La Garçonnière de Billy Wilder. C'est avec Shirley MacLaine notamment, voilà, qui est super dans le film. Mais en fait lui, bah voilà, même si c'est une comédie romantique, on se doute de la fin, c'est aussi, il y a plein de clichés, hein, c'est le patron qui couche avec une subordonnée, c'est très cliché. Mais en fait, même si la réalisation aussi, elle est très simple, hein, mais en fait, il a des acteurs qui fonctionnent trop bien. En fait, Jack Lemmon, il est drôle, il est attachant, et la meuf aussi, enfin, Shirley MacLaine, elle est toute mignonne, on a de l'empathie pour elle, et il y a même des moments, enfin, qui sont cyniques et tout, et les moments dramatiques, ils marchent vraiment bien dans le film, tout comme les moments comiques. En fait, ça fonctionne, et pour ça, t'as pas besoin d'en faire des caisses avec des acteurs qui sont dans des voilà qui jouent n'importe comment, avec une réalisation qui fait n'importe quoi, avec plein de trucs en jumelage gangster. En fait, voilà, juste un acteur, une actrice qui marche bien, et on croit à ce qui nous est montré en fait. Mais bon, Billy Wilder, bon bah ça reste très comédie romantique classique quoi, hein, donc on peut faire autre chose. Et incorporer une romance à un film de gangster, bah sur le papier, moi je suis tout à fait partant, hein. Mais là aussi en fait, mais ça souffre de la comparaison, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui ont été faits dans le domaine, hein. Alors, bon, bah, à côté des États-Unis, hein, ils ont des trucs genre True Romance, mais au côté asiatique aussi, hein, ils ont des films très connus, hein, comme John Woo qui fait The Killer. Bah, vous avez toute une partie romance, et même si, alors oui, quand on regarde The Killer, on est tous focus sur les scènes d'action, parce que c'est un truc de zinzin en fait, hein, voilà, John Woo, c'était le patron pour filmer l'action en fait. Mais la romance dans The Killer, c'est littéralement un point central, hein, c'est le début, c'est ça qui marque le début, c'est ça qui marque la fin, et qui conditionne toute l'action du héros principal, enfin du personnage principal. Et alors là aussi, comme chez Lelouch, il y a un côté où c'est zéro subtilité en fait. C'est vraiment, c'est la romance qui est pas subtile. Mais en fait, ce qu'en fait John Woo, c'est un peu plus que Lelouch, parce que John Woo, lui, voilà, il décide de magnifier ça, de partir dans une grande tragédie, d'en faire quelque chose, voilà, qui est entre l'épopée, la chanson de geste moderne et une grande tragédie grecque, etc. Et donc, il en fait quelque chose, voilà, de plus encore. C'est pas juste une petite romance pleine de clichés. Et c'est là aussi où on voit que bah, Lelouch, il a beau passer 50% de son film à vouloir faire un film de gangster, bah en fait c'est nul. C'est nul parce que ça arrive pas à la cheville de plein de propositions faites avant. Parce que l'intro chez Lelouch, c'est nul. Ça se base sur éclipser l'action. On a le degré zéro de l'action. Vite fait, t'as une baston dans le bar, vite fait 2 secondes là avec François Civil qui met des coups de poing. Ok, c'est super. Mais en fait, à la limite, on a l'impression le sujet lui plaît pas. Le sujet lui plaît pas. C'est un film d'auteur, tu fais pas une commande. Si tu veux faire un film de gangster, va au bout et propose un truc innovant. Mais là non, en fait là tout est tiède, c'est la barquette surgelée, tout est tiède. Et là aussi la comparaison fait mal, parce que bon alors The Killer c'est très très connu, hein, donc tout le monde connaît les scènes d'action par cœur, hein, mais par exemple un film donc un peu moins connu je trouve, un film comme Full Contact de Ringo Lam, donc c'est pas un film avec, c'est pas le full contact avec Jean-Claude Van Damme, hein, c'est le full contact avec Chow Yun-fat. Mais du coup, ce film de Ringo Lam, ça plie l'amour ouf 100 fois en fait. Enfin, il y a 1000 fois plus d'idées de mise en scène. Alors Ringo Lam, bon bah si vous voyez pas qui c'est, je suppose que vous voyez tous ce que c'est Reservoir Dogs de Tarantino. Bon bah Ringo Lam, il a fait un film qui a inspiré Tarantino, à savoir City on Fire. Voilà, vous avez littéralement Tarantino a fait des décalques de plans. Et donc du coup, Ringo Lam, là, il nous reprend le bon vieux Chow Yun-fat pour faire Full Contact. Et alors Full Contact, bah, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un criminel à Hong Kong qui va se faire piéger, il va tomber dans un traquenard et tout le monde pense qu'il est mort. Et voilà, donc il avait une copine, etc. Mais elle aussi pense qu'il est mort. Et elle va finir par être avec un de ses amis qui, sans qu'elle le sache, faisait partie des gens qui ont trahi Chow Yun-fat. Et donc Chow Yun-fat, il va revenir, il va casser la gueule de ses ennemis, et il va retrouver sa gagie. Donc en fait, dans les grandes lignes, c'est une histoire qui peut être assez proche de ce que peut raconter l'amour ouf. Alors bon, là par contre, je vais pas mentir, hein, mais clairement, Ringo Lam, il est pas là pour faire un film d'amour, hein, lui pour le coup. Lui c'est beaucoup plus l'aspect gangster, triade qui l'intéresse.
Mais même si, en fait, mine de rien, il arrive quand même à mettre un peu de poésie dans sa romance, et ce qui fait que elle fait pas tâche, en fait, ça fonctionne. Mais du coup, lui, Ringo Lam, ce qui l'intéresse, c'est faire des scènes d'action de zinzin, avec un rythme de ouf, innover, trouver des plans d'idées, en fait, qui servent le film de gangster. Et pour l'époque, on a des scènes d'action, c'est encore du jamais vu, en fait. Et en fait, c'est aussi que le cinéma hongkongais, à cette époque-là, enfin, il a une qualité de chorégraphe et de réalisateur à Hong Kong qui sont juste trop forts pour filmer l'action. Et donc en fait le film il est hyper généreux. Ça se bat au couteau, ça se bat au flingue, des fusils d'assaut, il y a des explosions, et puis ça cherche à innover en fait. Par exemple tout simple, mais il y a un moment les mecs ils se battent dans des entrepôts de glace. Donc rien que ça en fait, c'est le choix des lieux pour mettre en scène où va avoir la violence, parce que du coup un tel lieu ça implique l'utilisation de par exemple d'outils ou comment voilà comment tu fais bouger tes personnages dans l'espace. En fait c'est 100 fois plus intéressant que faire François Civil qui se tape dans une boîte de nuit en fait. Enfin, ça on a vu ça 1000 fois. Et aussi là où Ringo Lam il va être fort, c'est pour avoir des personnages qu'on n'a jamais vus, avoir des personnages là aussi qui vont être caractérisés, parce que Poulvord, bon bah dans l'Amourouf, on s'en fout, Poulvord c'est un cliché quoi, enfin vraiment il a rien eu à inventer pour faire son rôle quoi. Alors que dans Full Contact, voilà bon t'as Anthony Wong qui est dans plein de films aussi de polar et tout, mais t'as aussi une meuf et tout, chez les méchants c'est une nympho, t'as un bodybuilder, t'as un mec en mode diva exubérant, enfin en fait il y a plein de choses. Et le film aussi, il est parfaitement rythmé en fait. Il est pas gonflé à 3 heures pour rien raconter en fait de ce qu'on connaît déjà. La Ringo Lam, hop, il fait 1h30, c'est vif, on s'ennuie pas et c'est intéressant. Et donc là où l'Amourouf, c'est de l'amour et du film de gangster, voilà, mais c'est la barquette surgelée, hein. Mais en fait, Full Contact, c'est un film avec une romance, de l'action de zinzin, qui est inventif, qui singe pas juste des tics en fait de réel clipesque, et qui sont très convenus quoi. Même si alors maintenant il y a des choses dans Full Contact qui sont devenues clichés, etc. Mais a posteriori. Mais en fait voilà, il propose des modalités de filmer différemment. Donc si vous l'avez jamais vu, moi je vous le conseille, hein. Full Contact de Ringo Lam de 92. Et puis j'entrerai pas plus dans les détails du film parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu. Mais du coup, cette idée de faire des films de romance avec du genre, y a pas que le genre de la mafia qui a eu droit, hein. Et d'ailleurs, au contraire, c'est plutôt la romance qui s'invite dans les films. Quand même, il y en a pas foncièrement besoin. En fait, la romance, c'est quasi un cliché de cinéma, en fait. L'Amourouf, c'est un film de romance avec une dimension très importante de film de gangster. Donc la romance, elle se rajoute pas en plus. Mais vous avez des films, je pense à Hit de Michael Mann, qui est un film de gangster avec une romance. Mais là, on souffle du nez, en fait. C'est très cliché, la romance de Hit. On n'a rien à découvrir. Enfin, c'est convenu. La romance de Hit, pour moi, elle est superficielle, en fait. Et on s'en serait bien passé. Mais du coup, sinon, outre, parce que là, pour le moment, je parle que de films de mafia, vu que c'est le créneau qu'a pris l'Amourouf. Mais en fait, il y a d'autres genres dans lesquels on peut avoir des excellentes romances qui marchent et qui fonctionnent avec les personnages, etc. C'est très connu, mais un peu obligé d'en parler parce que c'est parmi mes films préférés. Mais dans les films, par exemple, qui mélangent la romance avec un côté fantastique, etc., il y a Histoire de fantômes chinois. Donc il y en a plusieurs, hein, mais c'est des masterclass. Et qui sont réalisés par Ching Siu Tung et produits par Choyark. Alors, sauf le dessin animé, je crois, qui lui est réalisé par Choyark, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, voilà, c'est un film complètement fantastique, avec des fantômes, des monstres chinois et tout. Mais sauf que ça marche du feu de Dieu, en fait. La dimension fantastique, elle est trop bien. Le monde des démons, c'est réalisé parfaitement, avec une ambiance très à la film workshop, en fait. Très brumeuse, qui a tombé par terre. Et puis on a un aspect wuxia qui est parfait, avec un moine taoïste, etc. Et là aussi, le moine taoïste, ça peut être un cliché dans les films hongkongais. Mais en fait, ça participe, avec cette romance, ça participe au prendre complètement à l'inverse d'un genre qui était très présent à Hong Kong, qui est la ghost kung fu comedy. Et ce contre-pied, en fait, ça fait qu'on a un film qui est innovant. On n'a jamais vu ça avant. Et là aussi, les acteurs, ils sont très bien choisis, en fait. Parce qu'on a un Leslie Chung qui est naïf, candide, et qui marche du feu de Dieu, en fait. En mec, voilà, qui est un peu nul avec les meufs.
Et puis on a une des meilleures actrices du monde, à savoir Jo Hae-wong, mais qui est juste trop belle et trop adorable. Et donc en fait on comprend pourquoi Leslie Cheung il est amoureux d'elle, etc. Limite elle a pas besoin de jouer, mais elle joue quand même très bien. Et donc voilà, et donc là en fait ce que ça nous raconte cette romance à laquelle on y croit, et on a envie d'y croire aussi, c'est comme ça une histoire d'amour entre un mortel et une fantôme. Et en fait rien que ça, ça nous change aussi d'un cliché du bad boy violent du lycée quoi. C'est un peu autre chose. Mais un autre film quand même dont je vais parler, parce que Histoire de fantôme chinois, c'est vraiment le classico du cinéma hongkongais quoi. Outre les films d'action, c'est le film qui revient le plus facilement à l'esprit. Mais un autre film qui arrive parfaitement à être un film de genre, un film fantastique, deux sabres, une comédie, un drame, un film mythologique, et un film avec une très bonne romance, parce qu'il s'attarde beaucoup sur ses personnages, etc. Et bien pour moi, en fait, c'est les formidables films que sont le diptyque du Roi Singe, de Jeffrey Lowe, qui sont La Boîte de Pandore et Cendrillon. Donc ça, c'est le nom des deux parties. Et donc c'est la première version en fait avec Stephen Chow dans les années 90. Et c'est parmi mes films préférés. Hein. Enfin, j'adore Stephen Chow. Je trouve c'est vraiment quelqu'un qui est très drôle, etc. Et je pleure tous les jours que tous ces films ne soient pas distribués en France. Et donc en fait ce film-là, Le Roi Singe, donc qui est en deux parties, ça reprend le mythe des pérégrinations vers l'Ouest. Donc c'est un classique chinois. Hein, donc l'histoire, voilà, bon, l'histoire quand vous êtes chinois, vous la connaissez un peu d'avance. Mais en fait, ça reste trop bien, parce que le film il est vraiment marrant, etc. Parce qu'on a un début qui est vraiment très comédie, et petit à petit, en fait, ça parvient à devenir vraiment un drame, et à finir avec une note triste que, moi je trouve ça marche vraiment de ouf, la fin un peu triste du Roi Singe. Et moi j'entre à 200% dans le film en fait, et la fin elle me cueille. Et parce qu'on peut aussi avoir des fins qui sont pas joyeuses dans un film, parce que bon là l'amour ouf ça finit tiède aussi, ils finissent caissier, oui bon c'est un peu ce côté banal de la vie, mais sauf qu'en fait il y a rien de la vie dans son film, donc on s'en fout. Mais là voilà, là dans Le Roi Singe ça finit triste, et ça nous touche. Et là aussi, comme dans Histoire de fantôme en fait, c'est que ça raconte des amours qui sont impossibles. Et surtout, à cet amour impossible dans Le Roi Singe, il y a plusieurs romances. Parce qu'en fait, le premier amour n'est pas le bon. Et là aussi, on assiste à quelque chose qui est touchant, mais c'est les amours qui sont pas réciproques, qui sont pas partagés. Et c'est parfaitement mis en scène ici. Et pour moi, le film, il a une des scènes les plus touchantes, outre sa scène de fin. On a aussi la scène où le personnage de Stephen Chow fait une demande très précise au personnage de Yami Lam. Et moi ça me cueille à chaque fois. Après, c'est selon les sensibilités. Hein. Du coup, voilà, si vous connaissez pas, je vous laisse découvrir ça. Et sinon, là, en fait, le mélange des genres fait qu'on s'amuse. Alors, on s'amuse évidemment des blagues, de l'aspect comédie, mais aussi on s'amuse des combats de wuxia improbables qu'on voit pas dans d'autres wuxia. Donc, les wuxia, c'est les films de sabre. Parce que le combat classique de wuxia, c'est quoi ? C'est un fonctionnaire impérial versus un garde personnel d'un traître ou un assassin, un mercenaire, etc. Et là non, là on a des personnages mythologiques en fait qui se foutent sur la gueule, et on a aussi des espaces différents. Voilà, on a un combat par exemple dans une ville suspendue dans les airs à 2 mètres du soleil, etc. Donc voilà, foncez voir ce film, c'est drôle, touchant, émouvant. Et c'est pas le Stephen Chow le plus connu, puisque les Stephen Chow les plus connus c'est Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu. Mais voilà, moi Le Roi Singe, c'est mon préféré avec lui. Enfin, un autre point à aborder brièvement de l'amour ouf, parce que c'est le c'est le fil rouge de mon épisode ciné là. Mais en fait c'est l'aspect musical. Hein, tu connais The Cure, ouais on danse trop bien, t'as vu ma chorégraphie ? Bref, là je vais m'attarder en fait très peu. Mais parce qu'en fait un jour il faudrait que je parle en long en large de ce réalisateur, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Mais alors bon, les éléments classicaux, les éléments musicaux au cinéma qui sont vraiment classicaux, hein, genre Phantom of the Paradise de De Palma, c'est génial, mais bon ça tout le monde connaît. Mais en fait voilà, au Japon, il y a un des patrons du cinéma japonais qui adore mettre des séquences musicales dans ses films et personne n'en parle.
c'est Seijun Suzuki. Et donc pour moi, voilà, c'est un grand réalisateur. Et donc voilà, c'est le numéro uno de la Nikatsu. Et donc il nous fait des films avec des moments musicaux, que ce soit dans la marque du tueur, qui a une des meilleures musiques de tous les temps, je trouve. Le blues du tueur, là, dans la marque du tueur, c'est un banger. Le Vagabond de Tokyo aussi, qui est vraiment un très bon film. Et qui montre voilà, qu'on peut faire un bon film de Yakuza avec une romance qui soit esthétisée. Mais en fait, pour ça, faut un réal, faut un bon réal qui expérimente et qui réussit à créer de l'or. Ou encore, par exemple, on a Détective Bureau 2-3, qui a le moment musical qui, moi, me rend le plus heureux sur Terre. Voilà, si vous avez vu le film, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais du coup, voilà. Et Seijun Suzuki, bon, alors, il a fini par se faire virer de la Nikatsu après l'échec commercial de la marque du tueur. Et du coup, voilà, après, il est parti faire des films dans son coin. Et un jour, il s'est dit, vas-y, je vais faire un film. Ça va être l'histoire d'amour entre le prince Ameshio et la belle princesse Tanuki Hime. Et je vais faire un film musical. Et voilà, et le résultat, c'est un chef-d'œuvre. Ça s'appelle Princess Raccoon de Seijun Suzuki. C'est sorti en 2005. Et ça n'a pas été distribué en France, alors que c'est vraiment un excellent film. Mais donc voilà, je vais pas m'attarder plus sur le cas Seijun Suzuki. Parce qu'un jour, en fait, voilà, faudrait que je prenne 2 heures pour en parler. Même si j'ai pas vu tous ses films, il en a fait plein, puisque c'était un réalisateur de studio à la base, et donc voilà, il a fait un peu des scénarios à la chaîne au début. Mais donc bref, on a parlé, là j'ai surtout parlé en fait de l'aspect film de genre, de l'amour, parce que ça se la joue, film de gangster, film musical, etc. Et donc j'espère avoir réussi à démontrer qu'il y a des films quand même un peu mieux, hein, voilà, qui traitent leur aspect genre d'une manière beaucoup plus intéressante et qui ont des romances là aussi bien plus intéressantes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est aussi, outre l'aspect film de genre, en fait c'est quel film je regarde si je veux voir le sentiment amoureux le mieux filmé au monde. Et peu importe la question du genre en fait, qui fait les meilleurs films d'amour, qui fait les meilleurs films de romance. Et pour moi en fait, la réponse elle est très claire. Il y en a qu'une. Et malgré ce que dit Lord Arthur LP sur Eric Romer. C'est Eric Romer. Ah non, alors là on va pas être d'accord, hein. Putain. Ah, il boite. Le genou de Claire. Putain, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, ce rageux. Et bien en fait, Eric Romer, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, c'est le patron du cinéma français. C'est un de mes réalisateurs préférés. Et pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs français, toutes périodes confondues en fait. Alors Eric Romer, j'ai pas encore vu tous ses films, il en a fait beaucoup, il en a fait vraiment pas mal, et puis il a aussi fait pas mal de courts-métrages, etc. Alors il a fait des films qui sont très connus, je pense au classico Manu chez Maud avec Trintignant, et voilà, bon, tout le monde connaît. Mais moi, personnellement, mon préféré, c'est Contes d'été. Contes d'été d'Eric Romer, c'est vraiment un bijou. C'est un des meilleurs films qui soit tout court, même pas français, même pas que dans le cinéma français. Et voilà, j'adore aussi Contes de printemps, L'ami de mon ami, Pauline à la plage, Les aventures de Renette et Mirabel, etc., etc. Et en fait voilà, j'adore Eric Romer. Et Romer en fait, grosso modo, c'est des films qui vont se centrer sur des personnages, les décisions qu'ils vont prendre, quel cheminement de pensée ils vont suivre. Et alors ça se remarque encore plus dans ses contes moraux en fait, puisqu'il a plusieurs séries de films comme ça qu'il regroupe dans des groupes, et notamment celui des contes moraux. Et là, on va avoir une voix subjective qui va vraiment développer les pensées intérieures du personnage, le discours philosophique qu'il a, etc. Mais ça, en fait, c'est pas tous ces films. Souvent, on a cette image de films qui peuvent être chiants à cause du dialogue, mais pas du tout, en fait. Même si ça vous intéresse pas, les discussions philosophiques, etc., par exemple, sur Pascal, dans Manu chez Maud, puis en fait, un film comme Pauline à la plage, c'est pas du tout ça en fait, c'est beaucoup plus léger, c'est plus proche en fait d'un Marivaux moderne que de la somme philosophique. Et aussi Eric Romer, c'est une réalisation qui est pas tape à l'œil, c'est pas clipesque, voilà, on n'agite pas les clés devant tes yeux en fait, c'est très posé, mais ça reste toujours en fait avec une vitalité dans ce qui nous est montré en fait. Et voilà, moi quand je connaissais pas Eric Romer, j'avais un peu peur de son cinéma en fait, je me disais ça doit être très austère, ça doit être chiant, etc. Mais non, que nenni, y a rien d'austère, on s'ennuie pas. En fait, il y a toujours un truc à voir, quelque chose qui arrive
il arrive à capter aussi quelque chose de la vie, que ce soit entre les personnages ou dans la nature, et notamment ce qu'il arrive à capter à merveille en fait, là où il est le meilleur, et il surpasse tous les autres, c'est capter le sentiment amoureux. Et sa caméra, mine de rien, elle est très élégante, elle est très discrète, elle se place comme un point de vue objectif en fait, parmi des personnages qui eux tiennent tous des discours reflétant leur pure subjectivité. Et voilà, et moi les films que je préfère de lui a posteriori, c'est ceux qui me paraissent être le plus solaires. Donc ça va être Conte d'été, Pauline à la plage, L'ami de mon ami. En fait, il y a quelque chose de juste observer des gens, comme si on était sur un banc et qu'il y avait le soleil qui nous accompagne, quoi. Il y a un bonheur de vivre et un côté ludique qui s'en dégage aussi, parce que on sait pas où est-ce que son film va. Donc il y a un côté ludique de découvrir dans quelle impasse vont se mettre les personnages, comment ils vont être déboutés de leur ambition amoureuse ou comment ils vont y parvenir. Et en fait, il y a un peu cette idée, ça donne l'impression que c'est la vie un peu en mieux en fait. En mieux aussi dans ses dialogues, parce que c'est pas la véritable réalité dans un Romer. Dans un Romer, tout le monde parle bien, les dialogues sur le papier peuvent paraître surécrits, sortir d'une pièce de Marivaux. Mais en fait, le résultat, il est limpide et naturel. Et quand Romer filme, tout semble naturel. Alors que même chez un autre réalisateur, de tels dialogues seraient pu paraître plombants, en fait, surécrits. Mais non, pas chez Romer. Et le côté solaire, il est par ailleurs souvent mis en contradiction avec ce que vivent les personnages. Ainsi, moi, mon préféré Conte d'été, là où on a tout d'un cadre pour faire un film feel good, à la plage, au soleil, tranquille, en fait non, ça nous montre un jeune homme qui est tiraillé sur ses sentiments, ses décisions amoureuses, les décisions qu'il prend, c'est pas toujours les bonnes, et il se met dans des obligations avec plusieurs jeunes femmes, etc. Et donc voilà. Et Eric Romer, lui, il s'attarde donc la plupart du temps sur des histoires d'amour, qui sont très bien servies par de très bons acteurs et actrices, qui incarnent dans ces films. Ce sont pas forcément des acteurs de métier à l'origine, tout le monde connaît l'anecdote d'un Lucchini qui était coiffeur et qui a été pris par Romer, mais en fait ça donne aux acteurs un jeu qui est un peu captivant, parce qu'il y a l'absence un peu de tic d'acteur, d'astuce d'acteur en fait, du genre François Civil. En fait François Civil, ça se grille à 3000 km qu'il est acteur. Ici non. Ici en fait les acteurs ils paraissent plus sobres et réels, et ça transmet étrangement plus d'émotions. Il y a plus de nuances. C'est pas un surjeu martelé à la François Civil. Et donc en fait, chez Eric Romer, on croit au sentiment. On le voit naître, on le voit grandir, on en parle. Et finalement, ce qui peut sembler au premier abord lourd est une force. Parce que les longs dialogues très écrits, ça permet de capter les maladresses des personnages. Les maladresses dans la manière aussi dont ils vont parler, outre juste ce qu'ils disent. La confusion, la clarté de leurs sentiments. Percevoir leurs illusions aussi. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent. Et on peut les voir en fait se perdre à cause de leur discours et se compromettre. Et énoncer aussi des sentiments qui ont pu nous traverser, on n'avait pas forcément mis le doigt dessus, et on se dit ah oui ça c'est vrai, etc. Et malgré en fait ces longs dialogues, Romer il capte aussi le silence, le bruit de la nature, de l'eau, et ça rajoute un côté vivant aussi à son œuvre. C'est pas pour rien en fait qu'il a fait les contes des 4 saisons. Il réussit à capter un peu les particularités de ces saisons. Et en fait les romances chez Romer, ça nous paraît réel. C'est des choses, alors on les a pas forcément vécues, Dans Conte de printemps, je ne suis pas une femme et je me suis jamais fait draguer par un mec plus vieux, mais en fait on y croit. On nous permet d'y croire et on a envie d'y croire. Et là où l'amour ouf, en fait, c'est 3 heures pour pas grand chose, c'est très convenu, on croit à rien. En 1 heure et demie, Romer peut captiver avec des enjeux très simples et une réalisation très simple. L'amour ouf, on n'en retient que de la technique. Voilà, c'est la création de l'image, ok, bravo, t'es un super chef, hop. Mais chez Romer, en fait, la technique, elle s'efface. Elle s'efface au profit de la vie qui émane de ces personnages et qui est fascinant à regarder. En fait, Romer, c'est poétique, c'est beau, c'est touchant. Les films de Romer sont peut-être les plus compliqués pour moi à mettre le point sur ce qu'il me plaît. Et en fait, ici, je fais un exercice pour moi. C'est essayer de fixer ce qui me plaît et les sentiments que son cinéma me donne. Mais en fait, Romer, il me paraît être un magicien. Juste filmer un homme, une femme sur une plage, et ça me captive. Romer, j'y repense souvent, et ces films grandissent dans mon esprit, et limite, ils deviennent intouchables, et c'est rares les films qui arrivent à faire ça. Et finalement, en fait, à la fin, revoir Conte d'été, c'est prendre le risque de moins l'apprécier.
闇深く響く地獄の足音模様の下